Nous allons commencer donc ce conseil municipal par l'ordre du jour. Donc nous aborderons d'un premier temps l'approbation du procès verbal du dernier conseil municipal du 6 avril 2022. Ensuite, donc, nous traiterons les affaires financières donc, au travers de 9 points, puis les affaires générales, et puis au final un compte rendu des délégations que vous m'avez accordé, où je vous rendrai compte d'actes que j'ai pris pour la commune. Donc tout d'abord, nous allons aborder l'approbation du procès verbal. Donc ce procès verbal, vous l'avez reçu. Y a-t-il des remarques concernant le procès verbal du dernier conseil municipal? Oui. Monsieur le maire, une remarque sur le point numéro 6 de ce procès verbal, point numéro 6 qui traitait du budget, dans lequel nous avons échangé notamment sur la question des cofinancements. J'aimerais que soit consigné dans ce procès verbal l'intégralité de nos échanges, dans la mesure où les mots qui ont été employés ne sont pas dans ce PV. Vous avez qualifié les cofinancements de ce projet de risibles. Vous m'avez suggéré, en tout cas sur mon activité passée de conseiller municipal de groupe majoritaire, de vérifier les chiffres. Je les ai vérifiés. Et il s'avère que le cofinancement de ce projet n'était pas si risible que ça, puisqu'il était bien, non pas de 80%, je vous le concède, mais de 79%, après vérification des chiffres auprès des services municipaux. Donc je demande à ce que l'intégralité de nos échanges soit consignée dans ce procès verbal. Merci. Oui, donc on pourra la noter, mais quand vous parlez de chiffres, moi aussi je peux parler de chiffres et de choses concrètes. C'est-à-dire que quand je me suis exprimé sur des éléments factuels. En termes d'éléments factuels, je vais vous les rappeler. Et ça, vous pourrez vérifier ces chiffres-là. Vous pouvez vérifier dans le compte-rendu du conseil municipal du 2 février 2018 où une délibération portée sur le tennis couvert. Travaux estimés 364 000 €. Plan de financement prévisionnel, DETR à 35%, 127 000 €. Conseil municipal du 12 avril 2018, c'est-à-dire le suivant. On change les chiffres. Le coût des travaux estimé, 386 000 €. Donc on a augmenté de quelques milliers d'euros. Donc, mais avec une répartition des financements différente, avec une DTR cette fois-ci de 25%. Conseil municipal du 11 avril, toujours sur le même sujet, sur le même bâtiment. Donc là, cette fois-ci, au niveau du... c'était Mme Martine Courveille qui avait fait cette présentation au conseil municipal. Le coût global des travaux estimé, 558 000 €. Donc on passe, vous voyez, des chiffres changent de mois en mois, d'année en année. Ensuite, donc, 558 000 €. L'État, cette fois-ci, la DETR a demandé 19,5%. Donc, vous voyez, une fois on demande DETR 35%, puis 25%, puis 19%. Je continue pour en terminer pour la dernière délibération du conseil municipal. Donc, le 6 février 2020, cette fois-ci, donc, le coût global des travaux est estimé à 579 000 €. C'est-à-dire qu'encore un nouveau chiffre. C'est-à-dire que pour cette salle-là, en fait, le conseil municipal a délibéré 4 fois, et les 4 fois sur des montants différents. C'est bien la preuve que ce budget avait été mal ficelé dès le début, puisqu'il a fallu y revenir à plusieurs reprises. Voilà, donc c'est seulement ça que j'ai voulu dire. Le tennis couvert n'était pas un exemple de bonne gestion du projet. Voilà. Non, mais je ne remets pas en cause et je voulais accorder au dernier conseil municipal effectivement que ce n'était pas le bon exemple effectivement de montage de projet, parce qu'il y a eu effectivement des revirements. Vous venez d'en décrire la chronologie, mais moi ce que je mets en avant et ce que j'ai mis en avant au dernier conseil municipal, et c'est ce que je demande et qu'il soit bien retranscrit dans le PV, c'est que sur le coût total, sur le prix payé et sur les subventions qui ont bien été notifiées, le financement est bien à hauteur de 80%, de 79% en tout cas, bien qu'il y ait eu, vous l'avez rappelé, tous ces épisodes de révision de ce projet, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, les chiffres aussi sont factuels. Aujourd'hui, les montants de subventions qu'a reçu la commune, je vous ai envoyé les documents,
ne correspondent pas aux 80%. On est encore en attente d'un certain nombre de subventions qu'on n'a pas. D'accord, mais des montants qui sont notifiés sont des montants qui seront versés. Alors, d'accord, ça prend du temps, les fonds européens mettent toujours des années à arriver, mais enfin, ils arrivent. Oui. Sur le financement total, il y aura bien 79% de cofinancement sur ce projet-là. Alors, bien entendu, on peut toujours s'arrêter à un certain moment des exercices comptables et considérer que l'argent n'est pas arrivé. Il arrivera, il est prévu comme cela, et puis c'est souvent le cas, et ce sera le cas dans les projets que vous aurez vous aussi à monter, dans lequel on attendra aussi des années que des fonds européens ou que d'autres fonds de cofinanceurs arrivent. Ça, c'est la réalité, malheureusement, des versements des subventions publiques. Voilà. Bon. Donc, autre question sur cette partie de la proposition de procès-verbal. Donc, on apportera les petites modifications que vous demandez. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le compte-rendu du procès-verbal, ce n'est pas une reproduction exhaustive de tout ce qui s'est dit. Hein, donc, c'est un compte-rendu. Ce n'est pas, en fait, la reproduction exacte de tous les termes qu'ont utilisés les différentes personnes, les différents conseillers lors de la séance. Pour le coup, la rédaction de ce PV, à mon goût, ne révèle pas la réalité des échanges que nous avons eus. Donc je demande à ce que cela révèle la réalité des échanges qui ont eu ici, tout simplement. Je ne demande pas plus que ça. D'accord, merci. Donc nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Vote à l'unanimité. Ah oui, j'ai oublié de désigner le secrétaire de séance. Je propose que ce soit Madame Véronique Imbert, dans l'ordre du tableau. Affaires financières, donc Madame Véronique Imbert va nous présenter des modifications concernant le PV solaire. Bonjour à tout le monde. Donc, concernant le PV solaire, il y a une décision modificative à rapporter. Cette dernière s'équilibre à hauteur de 680 € en section d'exploitation. Elle enregistre un réajustement au niveau de l'impôt sur les sociétés. Voilà. Donc, il y a pour 680 € d'impôt sur les sociétés en plus. Et cela vient d'une partie de la vente d'électricité pour 401,76 € et d'un excédent reporté de 2021 pour 278,24 €. Voilà, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà, c'est voté à l'unanimité. Concernant la ville de Carmont, le virement de crédit. Les dépenses imprévues permettent d'abonder des lignes budgétaires inscrites et votées au budget primitif en section d'investissement suite à des travaux complémentaires sur bâtiments et en fonctionnement pour l'attribution de subventions. Voilà. En section d'investissement, il y a des dépenses imprévues pour 13 174 € qui sont réparties comme suit. L'acquisition d'une licence informatique pour 2 134 €. L'acquisition d'un matériel outillage pour la mairie, c'est un aspirateur pour 200 €. Des travaux supplémentaires à la salle François Mitterrand pour 1 050 €. Et une étanchéité toiture au bâtiment de la citoyenneté pour 9 790 €. En fonctionnement, il y a des dépenses, nous allons prendre pour les dépenses imprévues de 4 260 €. Donc, il y a 1 260 € de subvention pour le Jean-Baptiste Cadignac. C'est un complément pour le voyage scolaire des enfants. Et la subvention pour l'Ukraine de 3 000 € qui n'était pas inscrite au budget. Voilà, je demande le vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà, c'est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Madame Cécile Ozier, je vais vous présenter la participation aux dépenses de fonctionnement des établissements scolaires privés. Exactement. C'est les établissements scolaires.
Voilà. Bonsoir. C'est les établissements scolaires privés du premier degré qui sont sur notre territoire et qui sont sous contrat d'association pour l'année scolaire 2021-2022. Donc les établissements privés d'enseignement ont la faculté de passer avec l'État des contrats d'association conformément à l'article L 442.5 du Code de l'éducation. Donc l'article prévoit que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes dans l'enseignement public. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de différence. Il est rappelé que ce forfait est alloué selon les indications fournies par la loi de numéro 2009-1312 du 28 octobre 2009, qui avait été modifiée par la loi numéro 2019-791 du 26 juillet 2019, lesquelles prévoient que la participation de la commune est calculée par élève et par an en fonction du coût de fonctionnement relatif à l'externat des écoles publiques élémentaires et maternelles de la commune. En conséquence, pour bénéficier de cette participation, la convention doit être signée entre la ville et les écoles privées pour les classes élémentaires et maternelles en fixant les modalités de calcul et le versement du forfait communal par élève pour l'année scolaire en question. Donc ça ne change pas. Les dépenses obligatoires à prendre en compte sont les charges de fonctionnement relevées sur le compte administratif 2021, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Donc ce soir, il est proposé au conseil municipal de participer pour l'année scolaire 2021-2022 aux dépenses de fonctionnement des enfants carmosiens scolarisés dans les écoles privées de la commune conventionnées à hauteur de, alors le montant, vous ne l'aviez pas, il est à 600,36 € par élève de classe élémentaire et de 1415,42 € par élève de classe maternelle. Voilà. Alors, je reprends. Pour les élèves de classe élémentaire, 600,36 €. Voilà. Et élémentaire, 1415... pardon, excusez-moi. Voilà. Et, non, si, c'est ça. 600,36 € par classe élémentaire et 1415,42 € par élève de classe maternelle. Oui, voilà. On est d'accord. Est-ce qu'il y a des questions dessus? Bon. Alors, je soumets au vote s'il n'y a pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Migueles. Okay. Et donc, pour le reste. Merci. Nous allons passer à la redevance d'occupation du domaine public. Donc, c'est M. Pierre Schultes qui va nous présenter. Donc, pour la redevance d'occupation du domaine public par les opérateurs de communication électronique, donc le décret du 27 décembre 2005 fixe les redevances de droit de passage sur le domaine public communal par les opérateurs de communication électronique. Donc, pour les concessionnaires des réseaux de télécommunications, la revalorisation des redevances doit s'effectuer comme indiqué dans le tableau ci-après. Donc, pour les artères aériennes, donc, on a 2 995 €. Pour les artères en sous-sol, c'est 4 076, ce qui fait un total donc, dû pour 2022 de 7 071 €. Donc, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ces tarifs précités. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on va procéder au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, vote à l'unanimité. Merci. On va passer au point 5 sur donc, la taxe locale due sur la publicité extérieure, la TLPE. Donc, les tarifs maximums donc, de la taxe locale de publicité extérieure sont fixés par les articles que vous avez dans le sur la feuille. Donc, du CGCT, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Donc, le taux de variation applicable, donc le taux de croissance applicable au tarif de la TLPE en 2023 s'élève à 2,8 %. Donc, il est proposé
au conseil municipal de fixer les tarifs de droit commun applicables pour 2023, tels que présentés dans le tableau ci-après. Donc en fonction des surfaces, donc pour les enseignes, donc ce sont les tarifs au mètre carré. Également des tarifs au mètre carré pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes, toujours donc en fonction des différentes surfaces, donc par catégorie de surface. Donc on arrive, donc vous voyez le tableau sous les yeux. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc on va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Donc vote à l'unanimité. Madame Ozièche. Donc on attaque le point 6 avec les tarifs de restauration scolaire et cuisine centrale. Donc il est proposé au conseil municipal ce soir de maintenir les mêmes tarifs que l'année précédente pour l'année scolaire 2022-2023, donc qui seront appliqués également à partir de septembre. Selon les tarifs reportés dans un tableau que vous avez, donc on a repris exactement les mêmes qui sont en vigueur actuellement, à savoir la répartition par tranche et quotient familial. Donc je peux énumérer, vous voulez que j'énumère les tranches ou... Oui. Donc le tarif numéro 1 qui est pour un quotient familial entre 0 et 400, il sera à 90 centimes le repas. Le tarif numéro 2, c'est la tranche au-dessus de 401 à 1500 de quotient familial, il sera à 1 €. Le tarif numéro 3, il sera supérieur à 1500 de quotient familial, il sera à 3 €. Le tarif pour les enfants extérieurs à la commune est de 5,50 € et les tarifs qui sont pour les personnes qui n'ont pas réservé ou qui ont oublié de réserver leur repas, il sera tarif plein à 6,50 €. Les repas sont réservés à l'avance. Le dernier délai est le mardi midi de la semaine précédente. Passé ce délai, ils sont facturés plein tarif, donc 6,50 €. Donc les personnes qui bénéficieront des tarifs réservés aux habitants de Carmaux, donc les enfants, c'est les tarifs extérieurs qui s'affranchissent d'un impôt sur la commune, les enfants de classe Ulysse qui sont extérieurs à Carmaux, puisque c'est une spécificité dans les écoles d'avoir une classe Ulysse, les enfants de classe allophone bénéficieront également du tarif 1, donc à 90 centimes le repas, les enfants placés en centre ou en famille d'accueil, les enfants des familles en cours de régularisation de demande d'asile par la CASAR, les enfants des familles européennes non françaises en attente de la constitution d'un dossier de la CAF. Voilà, donc ça c'est pour les tarifs de restauration scolaire. Pour les autres tarifs, pour les enseignants ou commençons, on est à 5,50 €. Le personnel municipal et le personnel du CLAE, c'est 3 €, c'est le tarif numéro 3. Les repas élaborés pour les cantines des communes extérieures et le secteur privé, le prix est porté à 6,70 €. Les repas élaborés pour les centres de loisirs, les ALSH, de Carmaux, 3,60 € et extérieurs, 4,10 €. Les repas élaborés pour les établissements d'accueil de jeunes enfants, EAJE, 3,90 €. Les repas élaborés pour les associations diverses et demandes ponctuelles, alors pour celles qui ont leur siège à Carmaux, 7,50 € et pour les extérieurs, 8,50 €. Et enfin, pour la cuisine centrale, le petit déjeuner complet, 4,50 €, le repas dans un cadre particulier pour les associations, 16 € pour la commune, sans alcool ni boisson, et 20 € pour les hors communes. Voilà, j'ai tout lu. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois que M. Touzani a... Monsieur Touzani. Oui. C'est bon. Bon, déjà, bonjour à tous. Je tenais juste à m'excuser de mon absence pendant ces dernières semaines. C'était des raisons de santé qui ont fait que je n'ai pas pu être présent auprès de vous. Donc, je remercie tous les élus qui m'ont envoyé un message, ou enfin voilà, les élus ou bien les journalistes, enfin voilà. Je tenais à les remercier avant de vous poser la question sur la tarification. J'étais intervenu il y a quelque temps, puisque j'avais fait un peu le tour des écoles. J'avais une première question sur l'école de Jean Moulin.
puisque c'est la cantine qui va être faite. Est-ce que la cantine est prévue pour cet été, pour la rentrée de septembre, ou est-ce que les délais ont été rallongés? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, sur la tarification, j'ai eu aussi des remontées concernant le tarif extérieur, puisque le tarif extérieur, c'est des familles qui peuvent avoir des revenus modestes, qui peuvent rentrer dans un des classements tarif 1 ou tarif 2, ça veut dire avoir les aides de 3 € de l'État, mais qui ne peuvent y bénéficier puisqu'on les a mis hors tranche. Et je sais que Carmaux a toujours participé à l'accueil de ces enfants extérieurs, puisque dans le périscolaire, il n'y a pas de tarif extérieur. Sur l'extrascolaire, il n'y a pas de tarif enfants extérieurs. Et voilà, bon, après on citera aussi d'autres exemples, les sorties scolaires. Mais sur le repas, où on sait que beaucoup de familles mettent leurs enfants et c'est le seul repas qu'ils ont d'équilibré, est-ce qu'on peut revoir les modalités de ces tarifs dans une prochaine commission de façon à ce que tout le monde soit dans le même pied d'égalité? Oui. Sachant que quand on a des fermetures des classes, et là je ne sais pas si, je crois que l'année prochaine on sera concerné déjà dans une des écoles, on sait que ces enfants-là nous sont précieux. Voilà, merci. Ouais. Donc M. Soulier, je pense va vous répondre sur la partie immobilière, donc avec l'école Jean Moulin. Je vous répondrai sur l'autre partie. Donc sur l'école Jean Moulin, tous les travaux, l'objectif est clairement qu'au mois de septembre, les enfants mangent dans la nouvelle cantine. Donc pour l'instant, on a refait un point encore sur les travaux avec le pôle patrimoine hier soir. Pour l'instant, on est plutôt en ligne avec ça. Voilà. C'est tendu, mais l'objectif est clair. Septembre, les enfants mangent dans la nouvelle cantine. Voilà. Donc tout est en route pour que ça se fasse. Dimensionné sur une capacité qui sera supérieure à celle d'aujourd'hui, ou parce qu'on sait qu'on aura plus d'enfants à la cantine. Pardon. Donc capacité, on a prévu au départ, on avait prévu l'équivalent de 2 salles. Sauf que ça c'était l'hypothèse de départ, sauf que quand on calcule les mètres carrés, il a manqué. Je crois qu'il manquait une douzaine de mètres carrés à peu près par rapport à l'installation actuelle. Donc on a dit non, ça ne suffit pas. On veut que les enfants mangent dans de bonnes conditions, donc on a pris une 3e salle. Donc aujourd'hui, en fait, ça concerne 3 anciennes salles de classe qui vont être réaffectées en réfectoire pour les enfants. Sachant que alors les 3 salles, ces 3 salles de classe, il y aura 2 salles extrêmes qui vont, à chaque bout en fait, qui vont servir de réfectoire à proprement parler, et l'espace central va servir pour les cantinières en fait, pour préparer les repas, pour faire la plonge, etc. Donc les 2 salles cumulées en superficie sont plus grandes que ce que les enfants avaient auparavant. Donc voilà, on a prévu quand même d'espacer, de pouvoir gagner un peu des mètres carrés et aérer. Et en plus, le fait d'avoir 2 salles séparées, on va pouvoir aussi faciliter, notamment pour les maternelles, c'est-à-dire leur donner le temps de manger, parce qu'aujourd'hui, des fois, c'est vite, il y a notre service derrière, vite, il faut se dépêcher. Puis les jeunes de maternelle n'arrivent pas à manger correctement, quoi. À peine installés, il faut vite qu'ils se lèvent. Donc voilà, on a réfléchi un peu à cette installation. On réfléchit à l'organisation aussi du personnel pour pouvoir encadrer les maternelles d'un côté. Et puis le fait d'avoir 2 espaces distincts, ça limite aussi le bruit. On étudie aussi pour limiter le bruit avec des pièges à bruit, comme ça existe dans l'industrie notamment, ou dans des grandes surfaces. Voilà. À faire les travaux, on essaie de faire en sorte qu'on prenne tous les paramètres et faire en sorte qu'on les accueille le mieux possible. Tout ça pour début septembre. Voilà. Voilà. Donc, concernant le tarif à 5,50 €, oui. Donc là, vous avez posé une question intéressante, voilà, qui mérite d'être réfléchie. On peut la réfléchir même aujourd'hui ensemble, parce que bon, la rentrée scolaire approche, les inscriptions également. Donc, c'est une décision qu'on peut aussi prendre à l'issue de ce conseil municipal. Donc, suite à votre intervention d'hier en commission finances, nous avons fait des études, des recherches, donc pour voir comment on pouvait apporter des solutions.
et voir en fait quelles en seraient les conséquences. Voilà, pour vous donner quelques chiffres pour que vous situiez tout cela dans le contexte. Donc déjà, le nombre d'enfants en pourcentage dans chacun des critères. Donc en fait, il y a à 0,9 €, donc le tarif le plus bas, il y a 11,76% des enfants qui sont dans cette tranche-là. Enfin, des familles, quoi, en fait. Hein, voilà. Donc, voilà, 62,1% qui sont dans la tranche 1 €. Donc, ensuite, tranche 3 €, nous sommes 11,3%. Cette tranche a augmenté par rapport aux années précédentes. Voilà. Donc, il y a plus de familles avec des ressources plus élevées cette année qu'il n'y avait. Ensuite, la tranche correspondant à 5,50 € dont il est question, ça représente 4,3% aujourd'hui. Et la tranche à 6,50 € qui ne devrait pas exister, malheureusement, elle est quasiment à 10%. C'est 9,8%. C'est parce que les parents n'inscrivent pas les enfants pour la cantine. Il y a même des parents qui ne les inscrivent pas du tout en début d'année. Voilà, donc, ce qui pose problème parce qu'en fait, on ne connaît pas les régimes alimentaires des enfants. On les nourrit parce qu'ils sont là, mais on ne sait pas s'ils ont des allergies. On n'a pas d'informations médicales sur eux, sur leur nourriture et qu'il faut leur fournir ou pas. Donc ça pose problème, cette partie-là de parents négligents et qui ne font pas du tout d'inscription pour la cantine. Mais toujours est-il qu'il y a quand même 10% des parents au total qui n'inscrivent pas les repas, les enfants, ce qui fait quand même un coût pour les familles qui est très conséquent. Voilà, donc on va réfléchir, voir si on ne peut pas faire des modes de paiement un peu différents, prévoir le paiement de la cantine sur l'année en faisant des prélèvements mensuels pour qu'il n'y ait pas d'inscription nécessaire à chaque fois, pour essayer qu'il n'y ait pas d'oubli. Voilà, donc essayer d'apporter des solutions de ce côté-là aussi. Voilà pour en gros la répartition aujourd'hui là-dessus. Ensuite, en termes d'autres éléments, au niveau des enfants, il y a aujourd'hui 773 enfants qui fréquentent les écoles de Carmaux. Et dans les 773 enfants qui fréquentent l'école de Carmaux, il y en a 673 qui sont de Carmaux. Ça tombe bien, ça en fait 100 qui ne sont pas de Carmaux. Donc on accueille 100 enfants venant d'autres communes. Donc les autres communes, bon, la commune principale, c'est Blaye-les-Mines, avec 36 enfants qui viennent de Blaye. Il est à noter qu'en contrepartie aussi, Blaye reçoit, je crois, 25 enfants de Carmaux. Ouais, voilà, donc il y a... alors, je n'ai pas les chiffres sur tous les autres, mais c'est le CIVOM aussi de Pampelonne et autres. Et ils ont plus de 30 enfants de Carmaux aussi. Voilà, donc il y a... donc, par contre, nous, le CIVOM, il est décomposé par commune là-dessus. Bon, je ne vais pas vous faire le détail de toutes les communes, ça n'a pas d'intérêt, mais c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, on accueille 100 enfants venant de l'extérieur. Dans les 773 enfants qui fréquentent donc l'école, les écoles de Carmaux, il y en a 552 qui ont déjeuné à la cantine. Voilà, donc c'est ce qui fait de l'ordre de 70% à peu près d'enfants qui vont à la cantine. Voilà pour à peu près les chiffres. Donc si on réduit et on passe si on traite de la même manière les enfants extérieurs que les enfants de Carmaux, ça veut dire qu'on aura environ 60 enfants en plus. Voilà, donc qui vont manger. Aujourd'hui, donc, ils paient 5,50 € par repas. Demain, ils vont se retrouver dans la majorité, dans les tranches de 1 €, donc, parce que c'est la grande majorité qui se situe là. Donc, on va passer de 5,50 € à 1 € perçu par la commune directement. Mais il faut aussi prendre en compte les 3 € de subvention de l'État, puisque sur les repas à 1 € et moins, l'État nous aide à hauteur de 3 € par repas. Donc, ce qui fait qu'en fait, le repas
le financement que la commune aura par repas sera de 4 €. Donc ça nous fera un manque à gagner par rapport à précédemment de l'ordre de 1,50 €. Et si on fait le total sur une année avec 60 enfants, ça fait un coût maximum de l'ordre de 10 000 €. Voilà, donc pour la commune. Aujourd'hui, j'ai contacté aussi les maires des communes avoisinantes, voir quelles étaient leurs pratiques. Leur pratique, c'est qu'ils ne font pas payer de surcoût aux enfants venant de la ville de Carmaux. Donc, de ce fait, on peut se dire pourquoi nous, la ville de Carmaux, on fait payer un surcoût aux enfants venant des autres communes. Voilà, donc donc on pourrait, comme vous l'avez suggéré, faire que les enfants soient traités de façon équitable, que les parents habitent sur Carmaux ou qu'ils habitent dans une autre commune de la communauté de communes. Voilà. Y a-t-il des remarques là-dessus ? 2 remarques sur ce qui vient d'être dit. La première chose, la discrimination des enfants extérieurs se justifiait jusque-là par le fait de la fiscalité et de se dire que la fiscalité de la commune, l'argent que versent les ménages par le biais de la fiscalité, permettait aussi de faire bénéficier les enfants de ceux qui paient des impôts sur la commune, ou en tout cas qui sont rattachés fiscalement, puisque certains n'en paient pas. Mais c'est la question du rattachement fiscal. Simplement, voilà, pour donner l'explication de cette discrimination. La deuxième remarque que je veux faire, c'est d'appeler quand même à la vigilance sur le subventionnement de l'État sur ce repas en euros, parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'incidence, le delta, c'est 1,50 €. Mais le jour où ce programme s'arrêtera, il faudra prévoir dans les finances de la collectivité que le coût pour la collectivité, si on veut garder le même coût facturé, ça reviendra plus cher à la collectivité. Donc d'être quand même vigilant sur ce point-là dans le temps, parce que c'est un dispositif, et je l'ai dit ici quand il en a été question, d'être vigilant sur la temporalité et sur le fait que ces choses-là n'ont pas tendance à durer d'expérience. Oui, mais dès le début, nous avons été conscients de cette problématique-là, où l'État risque d'arrêter cette aide-là. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, cela permet aux familles d'en profiter. Nous sommes dans une situation difficile où les familles ont des difficultés. Et les faire bénéficier d'un coût réduit pour les repas, tout au moins pendant cette période, autant le faire. Et si demain, on est obligé de repenser les choses autrement, on les repensera autrement. Mais déjà aujourd'hui, c'est déjà des choses qui sont acquises. Voilà, donc, et pour des raisons politiques de demain, qu'est-ce qui va se passer ? Ça serait dommage de ne pas faire profiter les enfants et les familles de cet avantage-là. Voilà. C'est le choix que nous avons fait. Voilà. Je partage complètement ce que vous venez d'établir, il n'y a pas de problème, mais simplement d'avoir ça en tête et de ne pas perdre de vue le côté éphémère de la participation de l'État. Oui, ça en est. Voilà. Y a-t-il des réflexions sur le fait de ramener le coût de 5,50 € au coût des enfants de Carmaux, quoi, pour personne n'a de remarques. Voilà. Donc je propose qu'on modifie donc les tarifs pour donc les extérieurs, appliquer les mêmes tarifs que pour les enfants de Carmaux. Et d'appliquer le même barème aussi concernant le quotient familial. Voilà, donc on les traite de la même manière, quelle que soit leur origine. Voilà. Donc voilà, donc ça sera. On va passer au vote, s'il n'y a pas d'autres remarques là-dessus. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Vote à l'unanimité. Donc, nous allons passer au droit de place à Saint-Privat. Madame Sanchez va nous en parler. Alors, cet article concerne les tarifs droit de place de la Saint-Privat. Dans le cadre des fêtes de la Saint-Privat, les services de la ville procèdent à l'encaissement du droit de place pour l'occupation du domaine public par les forains et par les participants au traditionnel vide-grenier. On ne m'entend pas ? Voilà,
Concernant le droit de place pour les associations... non, pardon, où c'est que j'en suis là? Oui, c'est ça, vide-grenier. Concernant le droit de place pour les associations organisatrices de Bodega, le COFEST l'encaisse directement. Or, l'encaissement de la redevance pour l'occupation du domaine public ne peut se faire que par la ville. C'est pourquoi il est nécessaire de fixer un tarif pour les associations souhaitant organiser une bodega pendant ces fêtes. Donc, il est donc proposé au conseil municipal de valider ce tarif pour les bodegas à 500 € pour la durée de la fête de la Saint-Privat. Voilà. Simplement une régularisation, en fait. Voilà. Vous avez des questions? Vous savez que les fêtes de Saint-Privat se sont arrêtées pendant le Covid et que les associations ont souffert de ne pas avoir pu organiser d'événements. Je vous demande ou en tout cas je propose que pour cette année 2022, les droits de place des bodegas soient exonérés, que les associations soient exonérées de ce droit de place de manière à ce qu'elles puissent régénérer une petite trésorerie qu'elles n'ont pas pu faire sur les années précédentes. Oui. Alors, concernant ce droit de place, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une redevance qui était perçue pour le COFEST. Et là, elle va être encore perçue pour le COFEST, c'est-à-dire, sauf que c'est pas la même personne qui va percevoir le droit de place, mais en fait, ces montants-là vont être retransférés au COFEST pour les frais qu'ils engagent dans l'organisation de la Saint-Privat. Donc, du coup, si on ne fait pas payer donc, les bodegas, ça veut dire qu'on va réduire l'aide au COFEST. Voilà. Donc, alors que les associations, on les a, malgré le Covid, on a continué à les aider et on a aussi renforcé les subventions pour certaines d'entre elles. Donc, il n'y a pas de difficulté particulière actuellement là-dessus. Alors, première chose, c'est qu'il est illégal d'affecter une recette. Il n'est pas possible, en droit fiscal et en droit des collectivités, de rattacher une recette à une dépense. Donc, on ne peut. Alors, bien que ce soit la pratique, effectivement, il a toujours été pratiqué, effectivement, que la collectivité reversait l'équivalent au COFEST. Mais pour autant, cela n'implique pas d'exonérer cette taxe de 500 € par association. Cela concerne combien d'associations? 4, je crois. Donc on parle ici de 2000 €. Exonérer ces associations n'implique pas nécessairement baisser la subvention au COFEST. On peut faire le choix de maintenir la subvention au COFEST, et c'était plutôt le sens de ma proposition, mais en même temps d'exonérer ces 500 € de droit de place aux associations. Je crois que ça me paraît de bon augure, et puis cela peut montrer aussi une forme de soutien aux 2 années qu'ont éprouvé les associations qui se manifestent à la Saint-Privat en tout cas. D'autres avis là-dessus? Christian, oui. Non, je croyais que tu voulais t'exprimer. Non. Oui. Concernant le montant des 500 €, c'est le même montant qu'il y avait les années précédentes. Ouais. Bon, après, exonéré ou pas, ce qui est sûr, c'est que ça n'aurait jamais dû se faire comme ça, en fait. Enfin, il n'y aurait jamais, la ville, enfin, le COFEST n'aurait jamais dû encaisser ces droits de place. Ouais. Après avoir pris des renseignements, effectivement, ce n'était pas une pratique. Par contre, concernant les fêtes du COFEST, elles auront bien lieu cette année, comme les années précédentes, à peu près. Bon. Moi, j'avais formulé un vœu. Je sais que certains élus de votre majorité m'avaient donné quelques renseignements de choses qui se disaient en commission, notamment celle de la tribune, qui a lieu chaque année et qui avait lieu déjà où les élus se mettaient dans la tribune. Et, bon, j'avais refusé d'y participer et je refuserai tant qu'elle sera... Enfin, je fais le vœu quand même que cette année, on enlève cette tribune, même si ça ne plaît pas à certains. Je pense que quand on voit tous les habitants arriver, être tout le long du côté, qu'on voit une poignée d'élus, enfin voilà, je vous dis, il y a vraiment un décalage. On voit des sirops, des boissons, enfin, ça fait un peu bizarre. Bon, après, l'organisateur, il faudra qu'il le comprenne, mais voilà, je fais le vœu que cette fête se fasse différemment par rapport aux années précédentes
et qu'on supprime même cette tribune ou que ça se fasse différemment. Merci. Oui. Et je pense aussi que cette exonération serait quand même pour les bénévoles, hein, parce que toutes les associations rencontrent des difficultés. Je pense que ce serait un bon message pour les bénévoles qui doivent aussi être encouragés, puisqu'il en manque, et vous le savez. Oui. Donc je pense aussi que voilà, on doit faire appel à ces bénévoles, mais d'un autre côté, je pense qu'il faut aussi les encourager, par exemple par l'exonération de cette taxe. Oui, bon. Après, je ne suis pas sûr que ce soit la taxe qui a un impact sur les bénévoles. Hein, donc, mais bon, voilà. Oui. Bon, moi, je ne suis pas contre le fait de réduire cette perception de taxe, quoi. Bon, pour une année, disons, on peut essayer, parce que, bon, effectivement, ils reprennent. Ça peut être un encouragement, mais il ne faut pas... Voilà. Mais voilà, donc il faut aussi une participation équitable de tout le monde, quoi, aussi, au financement de la commune, des espaces publics et tout ça, quoi. Voilà, donc il ne faut pas non plus que ça se termine pour certains par seulement faire des fêtes avec derrière une finalité lucrative pour un certain nombre de personnes, quoi. Il faut que ce soit aussi bien géré et que quelque part les revenus aillent bien là où ils doivent aller. C'est-à-dire vers la jeunesse, vers le milieu associatif et tout ça. Voilà. Et que tout soit bien orienté. Voilà. Et on sera vigilant à cela. Quand on voit l'implication des clubs qui se manifestent par ces beaux dégâts, je crois qu'on ne peut pas remettre en cause justement toutes les vocations qu'ils créent autour de cela. Effectivement, il ne faut pas regarder ça d'un côté lucratif. Je ne crois pas que ce soit le cas et il me semble que ça n'a jamais été le cas. Il ne faut pas oublier que ces associations, par le biais des Bodega, font vivre la fête de la ville d'abord. C'est la fête de la ville et de tous les Carmozins, ce n'est pas la fête du club ou de l'association qui monte sa Bodega. Donc effectivement, de ne pas chercher, de se dire 500 €, qu'est-ce que ça va changer? C'est de se dire la collectivité montre qu'elle est solidaire après une période difficile pour tout le monde et aussi de faire un signe de dire merci d'organiser la fête de la ville, parce que ça fait partie de la fête de la ville, les Bodega. Oui, mais on en est totalement conscient. Et puis, toutes ces associations dont vous parlez, on les a soutenues pendant 2 ans déjà. Donc, c'est pas... Voilà, donc on les a soutenus pendant 2 ans, on les a aidés à repartir, on a maintenu les financements malgré qu'il y ait malgré que leurs activités soient au point mort. On a continué donc à les aider. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'elles sont sur la paille, parce qu'en fait, elles ont continué à percevoir toujours les aides de la commune et notre soutien. Donc, à un moment donné aussi, il ne faut pas qu'on aille en se disant il y a eu un problème un jour et on va pendant 10 ans, on va dire ouais, il y a eu un problème, il faut qu'on continue à soutenir, voilà, et qu'on se culpabilise en permanence d'une situation dont on est pas J'ai coupable. proposé 2022, pas 2032. Oui, non, mais j'ai compris, mais voilà, c'est... voilà. J'ai bien compris ça. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit aussi que j'étais pas contre, en fait, faire en sorte que cette subvention, enfin pas cette subvention, pardon, ce tarif de Bodega soit minimisé. Alors, est-ce qu'on peut l'annuler? Je me pose la question. Voilà. Il me semble qu'il faudrait qu'il y ait au moins une participation symbolique. Voilà, ce serait, me semble-t-il, la moindre des choses. Voilà. Juste. Marie, oh. Je démarre avec du... Je suis un peu un diesel, voyez-moi. Oui, moi je fais un constat. Ça ne concerne pas que les Bodega et tout ça, c'est un constat général. Je constate que
les associations, partout en France, partout, ont multiplié les repas dans ce genre. Je constate que dans les communes rurales, on a mis des salles polyvalentes où les associations ont fait des repas. Conclusion, il n'y a plus de restaurant, il n'y a plus de café. Et à Carmont, la fête de Saint-Privat, il y a eu les bodegas, c'est très bien. Par contre, pendant les fêtes de Saint-Privat, il n'y a plus de restaurant, il n'y a plus de café, ou très peu. Bon, c'est un constat, donc que tout soit gratuit, je veux bien, mais les associations font ça pour gagner de l'argent. Je pense que si elles payent 500 € ou un autre chiffre, peu importe, de participation, mais ça rentre dans les frais d'organisation et il leur restera quand même de l'argent à la sortie. Oui, Pierre. Moi, je voudrais prendre un peu la parole à ce sujet. C'est vrai que nous avons vécu, les associations ont vécu des moments difficiles. Ils sont en plein redémarrage. Il est vrai que, bon, je pense que l'engouement des Carmonzins sera là, au niveau de ces bodegas. Oui, ne pas leur faire payer 500 €, enfin, c'est ce qui va revenir au COFES, bien sûr, comme on l'a dit précédemment, mais peut-être une part de ces 500, peut-être la moitié ou une autre proportion, histoire de dire, ben, nous aussi, on redémarre, on vous accompagne néanmoins dans votre démarche. C'est mon point de vue. Moi, je pense que si on leur laisse ce montant de 500 €, si par hasard une association rencontrait des difficultés, on est toujours à même de les accompagner, de les aider, non? Par la suite. On laisse ce tarif parce que c'est vrai que si on l'enlève et après pour le remettre, c'est toujours plus compliqué. Oui. Et on voit comment ça se passe. Si ça ne se passe pas bien, bon, ben, on les aidera. Ou pas? Non? Donc voilà, mon point de vue, c'est effectivement, on les a aidés pendant 2 ans, on est prêt à continuer juste sur la phase de redémarrage. Je souhaite quand même que, donc, comme on l'a précisé précédemment, les 500 € étaient la somme qu'ils versaient au COFES directement. L'objet de cette délibération est juste déjà, dans un premier temps, de remettre les choses dans le bon ordre, à savoir que l'occupation de l'espace public ne peut être perçue que par la collectivité. Ça, c'est le premier objet de ce que nous délibérons ce soir. Le deuxième, il porte sur la somme. Je souhaiterais quand même que cette somme, on reconduise exactement la même, donc à 500 €, et qu'éventuellement, on vienne à additionner. Voilà, le montant normal, c'est 500 € et que, alors, on peut le faire de 2 façons. Soit, ce soir, on délibère, on se met d'accord sur une somme, et exceptionnellement pour l'année 2022, donc, elle sera rabaissée à 250, 300, peu importe. Ou soit, comme on l'a fait pour les droits de place, pour les marchés, etc., on peut réfléchir, se mettre d'accord, discuter avec les associations et dire, bon, mais voilà, on l'avait voté à 500 € pour l'année 2022, et bien, rien ne nous empêche de reprendre une délibération ultérieure. De la même façon où on avait dit, pendant la période Covid, c'est 0 parce que les commerces ont été fermés, etc., de revoir la copie un peu plus tard, quoi. Ça me semble tout à fait jouable aussi. On a 2 scénarios tout à fait possibles. Par contre, je pense que de garder les 500, parce qu'on va mettre 200, et puis l'année prochaine, on dira, ben, on reconduit la même de 200, et puis dans 3 ans, quand on dira, ben, on remet le tarif normal qui était de 500, les affaires tourneront bien, on ira au scandale. Alors que, encore une fois, c'est juste de dire, on fait l'intermédiaire. Enfin, voilà. Il faut quand même penser que c'est le COFES qui aussi a besoin de ces 2000 € pour financer les fêtes de Carmont qu'il organise. Oui, moi je pense que voilà, ton raisonnement est bon. Voilà, donc, je pense qu'on peut rester sur la base qu'on était à 500 €. Et après, s'il y a des associations qui ont des problèmes, ben, on va étudier au cas par cas. Voilà, donc et à ce moment-là, ben, on ajustera par une subvention à ce moment-là. Mais effectivement, faire des allers-retours comme ça sur des tarifs, c'est pas bon parce que finalement,
ça va, ça vient, et puis finalement, on ne sait plus où on en est, et il suffit de quelqu'un qui parle plus fort, et on change le montant d'une année sur l'autre. Donc il vaut mieux qu'on ait une règle qui soit claire. Donc c'est 500 €, et derrière, s'il y a une difficulté pour une association, eh ben, on examinera le cas et on y apportera une subvention pour compenser éventuellement la perte qu'elle aurait pu avoir ou le manque à gagner. Et puis, Jean-Louis. Oui, Jean-Louis. Si je peux vous donner un exemple, dernièrement, le lundi de Pentecôte, il y a eu la fête à Tanus. Ils n'ont jamais vu autant de monde à la buvette. Ils ont servi 8600 litres de bière et 4 tonnes de frites. Donc, pour la Saint-Privat, il se pourrait que les gens aient envie de sortir. Le premier allié, c'est la météo. Et après, les gens sont prêts à faire la fête. On ne peut pas demander non plus aussi à la Saint-Privat de faire quelque chose d'un peu plus original, un peu plus pour attirer du monde, si en plus on lui supprime de l'argent. Ça sera un manque à gagner pour lui, alors qu'on lui demande de faire quelque chose de mieux. En fait, la demande, en fait, c'était... pour compenser, en fait, c'est une année exceptionnelle, liée au Covid. Des associations vont... alors, on ne sait pas comment vont tourner les fêtes. Des associations vont participer à cette fête et vont devoir avancer aussi les frais. Bon, il y a 500 €, ça se faisait déjà avant. Là cette année, je pense... Enfin, moi, c'est mon avis propre. Je pense qu'il faut être attentif et peut-être attendre, mais si on est, si les associations font moins de recettes qu'avant et même vont se retrouver peut-être déficitaires, il va falloir trouver peut-être un juste milieu et prendre peut-être une délibération en ce sens. Oui. Donc, voilà, parce que c'est juste de bien prendre en compte que les associations aujourd'hui traversent de graves difficultés, que ce soit des bénévoles, que ce soit financiers, voilà, et de ne pas leur ajouter encore des frais. Donc la proposition que vous avez faite, c'était de dire, bon, on étudie, bon après il faut que ce soit une règle qui soit harmonisée, mais bien sûr que si ça profite après aux jeunes, aux enfants et tout ça, eh bien, il faut pouvoir le faire. Oui. Mais je pense qu'il faut faire comme ça, c'est-à-dire qu'on maintient les 500 € et puis derrière on examine en fait les résultats et s'il y a besoin d'aide, eh bien, on interviendra à ce moment-là. Voilà. Donc on passe au vote. Donc pour le maintien donc, du droit de place donc, à 500 €, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Voilà. Donc 4 abstentions. Attribution de subvention, c'est pour toi. Monsieur Branly aussi s'abstient, hein, vu que j'ai sa procuration. Ah oui, 5, pardon, oui. C'est bon, allez. On va enchaîner avec le point 8, qui s'agit d'une attribution de subvention pour les élèves de l'école Jean-Baptiste Calvignac élémentaire qui se sont rendus à Paris sur la période du 30 mai au 3 juin 2022 pour leur voyage scolaire. Donc, le déplacement a engendré divers frais, notamment sur le transport en bus de Carmaux à Toulouse, ainsi que des frais de déplacement sur Paris pour un montant de 1 260 €. Donc, afin d'alléger le coût des frais relatifs à ce voyage pour l'école, il est proposé au conseil municipal de prendre à sa charge la somme de 1 260 €. Est-ce qu'il y a des remarques? Ça concerne combien d'enfants et quelle classe? Il y a 72 enfants qui sont partis. Et donc, c'est des CM1, CM2. C'est un voyage qui se faisait déjà les années précédentes et tous les 2 ans. C'est tous les 2 ans. Oui. Donc c'est très bien et je me félicite que les écoles puissent le faire. Et si d'autres écoles le font, c'est une bonne chose. Ouais. Alors en fait, ils le font tous les 2 ans. Et donc les enfants ils partent soit en CM1, soit quand ils sont en CM2. Voilà, pour réduire les coûts, notamment, c'est les enseignants qui préparent eux-mêmes le tour de Paris, qui organisent les visites, qui organisent tout. Ils vont dans des auberges de jeunesse pour réduire au maximum les coûts. Et au lieu de partir en bus
de Carmaux à Paris et d'avoir le même bus pour rouler, ils s'organisent pour prendre le bus de Carmaux à Toulouse, ils prennent le train et après sur Paris, ils se déplacent essentiellement en métro. Voilà, donc ça réduit considérablement les frais aussi, parce qu'après les familles participent ils ont une faible participation. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Okay. S'il n'y a pas d'autres remarques, je le soumets au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Point numéro 9. Donc, il s'agit d'un remboursement de frais d'un sinistre. Donc, monsieur et madame Espier, domiciliés au 16 rue des Myrtes à Carmaux, ont subi un important dégât des eaux en juillet 2020, entraînant la détérioration d'une partie de leur intérieur, de l'intérieur de leur maison. Ce dégât est lié à un défaut d'entretien du réseau pluvial de la ville et n'est pas pris en charge par notre assurance, par l'assurance de la ville, donc qui a déjà montré des signes de défection jusqu'ici. Donc voilà, il est proposé donc au conseil municipal de rembourser directement monsieur et madame Espier de ce sinistre s'élevant à la somme de 4 722 € et 21 centimes TTC. Est-ce que vous avez des questions? Il me paraît impérieux de revoir les contrats d'assurance. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Et je trouve assez malheureux de débourser des sommes considérables dans le budget de la ville. Ça vaut aussi dans les contrats privés. Les assurances sont de plus en plus onéreuses avec des coefficients qui augmentent tous les ans. Mais quand on est bien couvert, ça va. Malheureusement, l'histoire se répète et je crois que là, il faut vraiment regarder le détail des contrats et puis de voir pourquoi la collectivité est couverte finalement. Au-delà de dire on a un numéro d'assurance, bon. Oui. C'est un cours. Donc je propose de soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? S'abstient. Je voudrais revenir là sur aval le vote. Est-ce que, moi je me pose la question, est-ce qu'on n'ouvre pas la porte à des gens qui dès qu'ils auront un sinistre, qui ne sont pas assurés, viendront taper à la porte de la ville? Alors là clairement, au niveau du process, il y a eu de notre assureur, il y a eu un loupé et c'est comme c'est pas le premier loupé et le moindre petit alinéa, ils en profitent pour pas rembourser. Clairement, on ne fait pas ça n'importe comment. Le réseau pluvial est de notre responsabilité. Donc là, c'est parce que c'est de notre responsabilité et que notre assureur n'a pas pris en charge cette partie-là qu'on le couvre. Et après, effectivement, les sommes... Aujourd'hui, c'est une affaire, vous voyez, pour 4 700 €, c'est une affaire qui traîne depuis juillet 2020, où les experts disent oui, mais non, mais moi, j'étais pas là, ou je suis pas là, ou je suis pas concerné. Ah, mais c'est vous, c'est pas... Enfin bon, on arrête, quoi. Ça serait des sommes plus conséquentes, effectivement, on engagerait d'autres mesures. Mais là, c'est des personnes âgées qui ont un intérieur qui est amoché depuis 2 ans. Donc à un moment donné, il faut sortir de cette ornière et puis qu'ils puissent engager les travaux. Et comme disait monsieur le maire, clairement, c'est un élément supplémentaire qui vient argumenter le fait qu'on va changer d'assurance, quoi. Soyons clairs. Et donc ça, c'est quelque chose qui va arriver prochainement. Tu reprends le vote? Donc je reprends le vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Très bien. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Pierre, Anne, Donc on va passer aux affaires générales. Donc le point 10, donc AREC Occitanie, donc mise à jour des statuts. Donc la ville de Carmaux est actionnaire de la société SPL, l'Agence régionale de l'énergie et du climat. Donc la SPL AREC Occitanie comporte à ce jour 71 actionnaires. La région est majoritaire
donc à hauteur de 99,95%. Donc, c'est un outil, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil stratégique ayant pour vocation à mener sur l'ensemble du territoire de la région Occitanie des actions dans les domaines du climat, de l'air et de l'énergie pour le compte exclusif de ses actionnaires et dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, les collectivités, le groupement de collectivités territoriales suivants ont fait part de leur souhait de prendre des participations au capital de la société. Donc, il y a grosso modo, il y a une dizaine de collectivités, dans un premier temps, qui ont voulu se rattacher donc, à la SPL AREC Occitanie. Par la suite, il y en a eu une dizaine de plus, et ainsi de suite. Donc, si on compte tout, on arrive quasiment à une vingtaine de collectivités qui ont voulu participer à cette SPL. Donc, dans la mesure des statuts, il faut bien sûr qu'il y aura un vote à l'Assemblée générale, donc en juin. Et donc il est fait appel que tous les actionnaires puissent voter dans le sens demandé par l'agence en elle-même. Donc c'est pour cela qu'on propose au conseil municipal d'approuver la modification des statuts que vous avez reçus par mail. Est-ce qu'il y a des questions? Donc c'est purement formel. On a juste à dire, voilà, on n'a pas d'opposition à ce que d'autres villes ou d'autres communautés rentrent dans la SPL. Donc, c'est pas de question, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Donc, vote à l'unanimité. Donc, le point numéro 11, mise en œuvre du dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et d'agissement sexiste au bénéfice des agents de la collectivité. La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique renforce les obligations des employeurs publics en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles en créant la loi 83-634 du 17 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, un article 6 carter A. Je ne vais pas tout lire. Donc cette obligation-là, le conseil d'administration du centre de gestion du Tarn, par délibération le 31 mars 2022, a défini les modalités de mise en œuvre de ce dispositif pour le compte de ces collectivités, donc la collectivité de Carmaux est affiliée. Il se propose de mettre en place un dispositif collégial au travers d'une seule cellule, nommée AVDHAS, dont les missions et les règles de fonctionnement sont définies par un règlement intérieur. Ce dispositif est mis en place depuis le 1er avril 2022 gratuitement, à titre expérimental, pour une durée d'1 an, au terme de laquelle le centre de gestion procédera à une évaluation pouvant déboucher, au besoin, sur une adaptation du dispositif. Donc, au vu de l'obligation qui est faite à la ville de Carmaux de mettre en place un tel dispositif, il est proposé au conseil municipal de donner mandat au centre de gestion pour mettre en œuvre ce dispositif pour le compte de la collectivité, d'autoriser le maire à informer les agents de la ville de la mise en place de ce dispositif à l'aide des documents de communication proposés par le centre de gestion. Y a-t-il des remarques à ce sujet? Voilà, c'est un plus pour nos agents, donc on va voir si ça fonctionne bien. On va faire en sorte que ça fonctionne bien, justement, pour réduire tous ces problèmes qui peuvent exister, qui souvent sont sous-jacents, et dont il faut être vigilant. Donc, y a-t-il pas de questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Vote à l'unanimité. Création d'un comité social territorial, c'est le point 12. CST. La loi du 6 août 2019 a institué le CST. Cette nouvelle instance fusionne les CT et le CHSCT. Cette mise en place aura lieu
lors du renouvellement général des instances de la fonction publique qui se fait fin 2022. Et donc l'entrée en vigueur de ces CST aura lieu le 1er janvier 2023. Voilà, donc c'est un changement d'organisation. Nous avions précédemment un CT, un CHSCT. Maintenant, il va y avoir un CST. Voilà, donc il va remplir à peu près les mêmes missions au sein de la collectivité. Alors maintenant, ce qui importe et ce qu'il faut voter, c'est surtout son organisation. Voilà. Donc, il est donc proposé au conseil municipal de créer ce comité social territorial commun à la ville de Carmont, CCAS. Donc faire quelque chose de global pour l'ensemble des personnels de la collectivité. Ensuite, de fixer à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel. Voilà, donc en fonction du nombre de personnels, il y a un nombre minimum et maximum de représentants. Nous nous sommes positionnés au maximum, je crois, de façon à avoir le quorum, si possible, quand on a des réunions, s'il y a un absent, pour que ça ne pose pas trop de problèmes. Voilà. Et bien sûr, tout ça, ça a été fait après avis, évidemment, des organisations syndicales. Hein. Donc, il y a eu un CT qui a porté là-dessus, et il y a aussi une réunion avec les organisations syndicales d'information indépendamment. Donc, ensuite, maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel, soit 5 titulaires, de façon que lorsqu'il y aura des votes au CST, qu'il y ait une égalité entre les deux et pour que ce ne soit pas un collège qui l'emporte sur l'autre systématiquement. Voilà, donc, ensuite, d'autoriser le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité, c'est-à-dire que les représentants de la collectivité ont droit de vote, comme les représentants du personnel. De préciser que les membres suppléants seront un nombre égal à celui des membres titulaires. Donc il y aura donc 5 membres suppléants au niveau des personnels, mais aussi des élus. Y a-t-il des questions sur ce CST? Nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Vote à l'unanimité. Alors, précédemment, il y avait un comité hygiène-sécurité. Là, il est inclus à l'intérieur de ce CST. Donc, il faut malgré tout mettre en place la structure permettant un fonctionnement un peu similaire au CHSCT précédent. Donc, le point 13, c'est la création d'une formation. Quand on dit formation, on parle de structure, hein, donc on ne parle pas de former des gens, on parle de structure. Création d'une structure spécialisée au sein du comité social territorial en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Là encore, donc, ça correspond à un certain nombre d'éléments réglementaires. Ce sur quoi nous avons à nous positionner, c'est encore sur la composition de cette formation spécialisée. Alors, il est proposé au conseil municipal d'instituer au sein du comité social territorial une formation spécialisée en matière de santé, sécurité et de conditions de travail. Donc, c'est l'instituer cela. Ensuite, il fait fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social territorial à 5 et le nombre de représentants suppléants à 5, d'opter pour le recueil au sein du comité social territorial et sa formation spécialisée de l'avis des représentants de la collectivité et de fixer leur nombre à 5 en tant que titulaire, en tant que suppléant, c'est-à-dire de reprendre le même schéma qu'il y avait pour le comité social territorial. Voilà pour cette organisation-là. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Création d'emplois. Donc le point 14. Création d'un emploi permanent d'adjoint au directeur général des services.
Donc on avait déjà abordé ce sujet dans des réunions. Donc là maintenant, le recrutement est en cours. Donc il est nécessaire de créer ce poste-là pour permettre donc, ce recrutement-là. Donc vu l'évolution des services et les besoins, donc il s'est avéré nécessaire de créer donc, ce poste-là. Ça a été validé en comité technique. Et voilà, donc je passe sur celui-ci. Y a-t-il des questions sur l'emploi d'adjoint au directeur général des services? Oui. On ne lit pas la même chose, je pense. Oui. Parce que dans notre document, nous avons la création d'un emploi de rédacteur pour commencer en événementiel. Il y a eu un correctif qui vous a été envoyé, je crois, par mail, parce qu'il avait été oublié. Donc, on ne l'a pas redonné ici, là, en papier, aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, non, il avait été envoyé par mail, en fait. Je crois que ça a été envoyé le lendemain. Voilà, donc, voilà, excusez-nous. Ouais, on s'est aperçu qu'il y avait l'oubli, en fait, de cet emploi-là. Ouais. D'accord, merci. Voilà, donc ensuite on passe à l'emploi de réacteur, pour exercer les missions ou fonctions suivantes au sein du pôle attractivité événementielle. Donc ça c'est pour renforcer le pôle événementiel, puisqu'on veut justement aider les associations pour créer les différents événements, à pouvoir s'appuyer sur un professionnel et avoir une aide technique dans cela. Donc c'est pour cela que nous avons fait le choix de proposer la création de cet emploi. Ensuite, il y a la création de 2 emplois permanents de jardiniers polyvalents. Ces emplois viennent en remplacement de départs en retraite qu'il y a eu dans les années précédentes. Création d'un emploi permanent d'agent d'entretien au cimetière espace vert. Là, c'est pareil. Ça correspond aussi à des emplois qui ont petit à petit disparu suite à des départs en retraite. Création d'un emploi permanent d'agent polyvalent multiservice. Pareil, donc création d'un emploi permanent d'électricien, création d'un emploi permanent de mécanicien. Pour le mécanicien, c'est quelque part, c'est par anticipation parce que c'est un poste qui est complexe, où il faut avoir une bonne maîtrise, une bonne connaissance de l'ensemble des véhicules et des matériels de la commune. Donc cette personne-là a été recrutée en prévision du départ en retraite de l'agent qui assure aujourd'hui l'entretien des véhicules, de façon à ce qu'il y ait une transmission qui se fasse avant son départ. Voilà, et que le nouveau recruté ne découvre pas tout au dernier moment. Ensuite, création de 3 emplois permanents d'agents polyvalents logistiques. Là aussi, ça vient ensuite à des départs en retraite. Création de 2 emplois permanents d'agents de voirie, même type. Et par contre, le dernier, création d'un emploi d'agent de surveillance de la voie publique. C'est quelque chose qu'on a souhaité renforcer pour nous permettre d'avoir une plus grande vision sur le terrain et essayer de faire en sorte qu'on puisse travailler avec les Carmozins pour rendre notre ville propre et tout en discutant avec eux et en n'étant pas dans la répression, mais en étant dans la discussion et avec eux. Voilà. Voilà pour les postes créés. Y a-t-il des questions sur ces postes-là? Donc nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Donc vote à l'unanimité. Merci. Suppression de postes. Donc comme nous l'avions annoncé lors du dernier conseil municipal, il fallait attendre que les évolutions de carrière puissent avoir lieu. Donc aujourd'hui, ces évolutions de carrière ont pu avoir lieu. Donc ce qui fait que des postes ont été libérés. Évidemment, il en reste encore à libérer parce qu'on verra tout à l'heure au travers du tableau des effectifs. Mais on a la suppression de 23 emplois permanents à temps complet. Voilà, donc qui permettent donc de répondre aux évolutions de carrière et également à certains départs en retraite qu'il y a eu. Comité technique a validé aussi. Et bien sûr, tout ça, ça a été vu en comité technique et ça a été validé. Puisque pour tout ce qui est suppression de postes, ça doit être validé examiné au préalable par le comité technique.
Ensuite, le fameux tableau des effectifs, mise à jour de ce tableau. Ah, pardon, il faut que je mette au vote, j'ai oublié. Excusez-moi, j'ai raté, j'allais trop vite. Donc, la suppression de postes, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Merci, vote à l'unanimité. Je me suis perdu. Alors, ensuite, tableau des effectifs. Bon, c'est un tableau qui est assez complexe à lire et à comprendre, donc je vais essayer de vous donner quelques éléments pour que... donc, dans ce tableau, vous trouvez des filières, d'une part. Donc, les personnels de la ville de Carmaux sont dans différentes filières. Ensuite, dans ces filières, il y a des grades. Hein, ensuite, donc, il y a des emplois. Les emplois, c'est le conseil municipal qui les ouvre, ces emplois-là. Et donc, ces emplois sont ouverts en conseil municipal. Il y en a, par exemple, si je prends le premier, adjoint administratif, il y a 3 emplois aujourd'hui qui sont ouverts. À côté, à droite de ça, vous avez emploi existant en équivalent temps plein. C'est-à-dire que ces emplois, ils peuvent être ouverts, mais pas forcément à temps plein. Donc, à côté, ça permet de voir si les personnes sont à temps plein ou pas. Voilà. Et ensuite, à côté de cela, vous avez les emplois vacants en équivalent temps plein. Donc, aujourd'hui, par exemple, sur ce poste d'adjoint administratif, nous avons 3 emplois existants en équivalent temps plein, un emploi vacant et 2 titulaires sur ces postes-là, ce qui fait une répartition. Il y a une femme et un homme, donc ça nous fait 2 personnes qui correspondent. Et donc on peut appliquer ce raisonnement partout, sur tout le tableau. Ce qui est à retenir, c'est peut-être les chiffres qui sont au fond du tableau, sur les totaux généraux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 167 emplois donc, qui sont budgétés pour la ville de Carmaux, sur lesquels on a les budgets qui sont prévus pour ça. Il y a actuellement, dans ces 167 emplois, il y a 164,11 emplois équivalents temps plein, parce qu'il y a certains emplois qui ne sont pas du temps plein. Nous avons, en termes d'emplois vacants, 21,68. Alors, emploi vacant, ça ne veut pas dire qu'il manque du personnel forcément. Ça veut dire que, par exemple, sur un emploi vacant, ça peut être un emploi qui est en attente d'une promotion d'un agent qui va changer de grade. Voilà, donc, et qu'il faudra ensuite, quand il aura changé de grade, on pourra enlever son ancien emploi qu'il avait précédemment. Ensuite, nous avons parmi ces personnels 127,81 équivalents temps plein en termes de titulaires. Nous avons 14,62 emplois équivalents temps plein en termes de CDD, ce qui représente 76 femmes, 69 hommes, et ce qui nous fait un total de 145 personnes qui sont donc présentes en tant que correspondant au tableau d'effectifs. À noter que ce n'est pas 145 personnes qui sont rémunérées. Il y en a plus parce qu'il y a forcément des gens qui sont en remplacement de personnes qui sont en maladie, etc. Voilà, donc il y a aussi des gens en remplacement pour différentes raisons. Voilà. Y a-t-il des questions sur le tableau ? Bon, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Nous allons passer au point 17, le règlement intérieur du marché plein vent. C'est Madame Sanchez qui va nous en parler. Alors, le règlement intérieur du marché, vous l'avez tous reçu. Je ne vais pas tout relire parce que sinon ça ferait un peu long. Donc, il y a essentiellement 2 points qui sont un peu plus importants. Ça concerne le tri des déchets sur le marché. Il y aura des bennes pour trier un peu plus les déchets que ce qui se fait actuellement, suivant les réglementations. Et ensuite, l'autre point, ça concerne les horaires du marché. Ils sont légèrement modifiés.
On demande la mise en place des forains à 8 heures maximum, pas après, parce que c'est visiblement un petit peu le bazar le matin. Il faut que tout soit mis en place à 8 heures au plus tard. Et ensuite, la fermeture sera à 13 heures du marché, avec un minimum de commencer à plier leurs étalages à 12h30. Voilà, pour que le marché puisse durer jusqu'à 13 heures. C'est une demande quand même aussi qu'on entend souvent par la population, que le marché dure un petit peu plus longtemps. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur... Une remarque qui a été portée à ma connaissance après la réunion que nous avons eue en commission sur ce règlement. C'est un regret de certains commerçants du marché de ne pas voir apparaître dans le projet, dans ce qui va être voté ce soir, une commission ou en tout cas une organisation qui aurait vocation à identifier des commerçants du marché et d'arriver à avoir à faciliter peut-être les échanges sur l'organisation avec la mairie. Voilà. C'est une remarque qui m'a été faite, je la porte à votre connaissance sans pour autant juger du vote, bien entendu. Nous allons approuver ce règlement. D'autres questions? Non? Mais nous allons passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Jérôme? Qui est pour? À l'unanimité. Merci. Désignation des membres à la commission communale des impôts directs. C'est quelque chose qu'on avait oublié de faire suite à l'élection. Il faut qu'on le fasse. Donc, il est nécessaire de procéder au renouvellement des membres de la commission communale des impôts directs, CCID, conformément au 13e alinéa de l'article 1 de l'alinéa 1 de l'article 1650 du Code général des impôts. Alors, ces membres-là, ils doivent être au nombre de 32. Donc c'est une proposition qui est faite en fait au service des impôts, mais ce n'est pas, il n'y aura pas 32 personnes qui feront partie du CCID. Alors, donc pour mettre ces 32 personnes, on propose de mettre l'ensemble des élus du conseil municipal, auxquels on a rajouté les membres qui étaient sur notre liste électorale, de façon à compléter la liste pour arriver à 32 personnes. Ensuite, donc, il faudra... il y a un document qui va circuler. Je n'ai pas oublié. C'est moi qui l'ai? Ah ouais, donc, il y a un document qui va circuler. Il faudra que chacune des personnes présentes indique si il est assujetti à la taxe d'habitation, à la taxe foncière ou à la contribution foncière des entreprises, CFE. Donc vous notez en face votre nom, en fait, TH, donc ça généralement tout le monde y est parce que tout le monde habite Carmaux, donc taxe foncière donc, pour les propriétaires et CFE pour les gens qui ont des entreprises, voilà, des commerces. Voilà pour le... Et donc, évidemment, certains auront les trois. Oui. Monsieur le maire, bon, sur le fait de compléter par les membres de votre liste, pourquoi pas, il faut bien compléter la liste. Oui. Simplement, ma question sur l'ordre de cette liste et sur la représentativité des élus d'opposition que nous sommes dans les différentes instances, puisqu'il y a... je crois, une instance pour la taxe d'habitation, une instance pour la taxe foncière ou autres taxes perçues ou dans lesquelles la collectivité a les pieds. Je tiens à ce que nous soyons en tout cas représentés dans chacune de ces commissions. Mais en fait, je ne peux rien vous assurer. En fait, dans vos discussions avec le directeur régional des finances publiques, bon, voilà. de manière à ce qu'en principe, il respecte... les propositions qui peuvent être faites par l'autorité territoriale.
ça me paraît équitable voilà, oui. qu'on puisse participer à ces travaux-là dans chacune des commissions. Oui. Non, parce que bon, c'est pas le maire qui décide, en fait, hein, c'est la direction départementale des finances publiques qui arrête quoi la liste. Hein, voilà. Donc du coup, on peut effectivement avoir un échange, mais on n'a pas, c'est pas nous qui avons la liberté de choisir. Voilà. Donc nous allons passer au vote. Donc qui est contre cette liste? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà. Voilà. Vote à l'unanimité. Sur une question de forme, Monsieur le maire, est-ce qu'il sera possible de joindre au PV la liste nominative et je me demande s'il ne fallait pas le faire de la délibération. Sur la forme. Compléter la liste? Oui, elle y est là. Oui, mais là, on va la regarder chacun en passant. Mais il me semble opportun de la joindre au PV de manière à ce que la liste établie soit clairement identifiée. Oui. Mais je me pose une question sur même le fait qu'il ne faille pas l'intégrer dans la délibération. Oui, c'est possible. Oui, je pense. Oui. Ouais, mais c'est... Ouais. Alors, compte rendu des délégations au maire, décision. Bon, premier lieu, c'est la vente d'un broyeur, donc un broyeur qui a été remplacé par les services techniques, et l'ancien broyeur a été revendu à l'entreprise qui a vendu le broyeur neuf, donc c'est une reprise, pour un montant de 2183,33 €. Voilà, et donc ce broyeur, il faut d'une part le sortir de l'inventaire, et du contrat d'assurance, et résilier le contrat d'assurance lui afférent. Et ensuite, donc, il faut aussi, évidemment, voilà, c'est tout. Hein, donc, voilà, l'imputer comptablement aussi. Ensuite, pour information, il y a aussi le vente d'un véhicule, donc un Renault Trafic appartenant à la ville, qui est cédé au concessionnaire de Gaillac. Toujours pareil, donc la prix de cession du véhicule est à 1 200 €, c'est une reprise. Et donc on le sort de l'inventaire, toujours pareil, et l'assurance est résiliée. Voilà pour les 2 points concernant des ventes de véhicules. 3e point, comme prévu en fait lors du vote du budget, nous avions prévu donc un emprunt d'un montant d'1 million d'euros. Nous sommes dépêchés de contracter cet emprunt, vu l'évolution du marché des emprunts. Donc, nous avons souscrit un emprunt d'1 million auprès du Crédit Mutuel pour une durée de 15 ans avec un taux de 1,5% et une commission d'engagement de 1 000 €. Donc nous avions sollicité quasiment toutes les banques de la place. Donc nous avons eu 3 réponses. Dans les 3 réponses, donc, il y avait le Crédit Mutuel, il y avait également le Crédit Agricole et il y avait la Banque Postale. Donc au niveau des taux d'intérêt, il y avait un écart d'au moins 0,25% entre le Crédit Agricole et également le Crédit Mutuel. Il y avait aussi un écart important concernant les frais, du simple au double. Par contre, la Banque Postale nous proposait, elle, non pas un taux fixe, mais un taux variable en fonction de l'évolution de l'inflation. Comme on ne sait pas où on va, on a préféré choisir le taux fixe. Voilà. Je suppose qu'il s'agit du taux hors assurance. C'est le brut, oui. 1,50. Oui. Okay. Voilà. Il n'y a pas. Ouais. Voilà pour ce qui concerne ce prêt. Voilà. Donc c'est un prêt qu'on n'avait pas forcément besoin aujourd'hui, mais on a anticipé l'évolution des marchés et l'évolution en fait des taux d'emprunt, qui dans les années à venir ils seront défavorables autant qu'on en profite aujourd'hui. Voilà. Y a-t-il des questions? Bon, on peut lever la séance. Merci. Bonne soirée à tous et à toutes.